Mes amis ne t'aiment pas. Nous devons rompre, a-t-elle dit. J'ai répondu, bien. Alors tu peux les rejoindre. La façon dont ses amis l'ont regardé après mon départ disait tout. Parfois, les personnes les plus proches de vous deviennent la plus grande menace pour votre bonheur, et j'ai appris cette leçon à la dure à travers ma relation avec Thérèse. J'ai rencontré Thérèse il y a 2 ans lors d'une dégustation de vin sur la presqu'île de Lyon. Je m'appelle Vincent, j'ai 32 ans, et je travaille comme spécialiste en cybersécurité pour une entreprise technologique du centre-ville. Elle avait 29 ans, gérait des campagnes de médias sociaux pour des restaurants locaux et avait ce rire contagieux qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Nous nous sommes liés grâce à notre amour commun pour la musique indépendante et les aventures nocturnes auprès des food trucks, passant des heures à parler de tout, des groupes obscurs aux meilleurs barbecues coréens du quartier de la Guillotière. Ces premiers mois semblaient se dérouler sans effort. Nous passions nos samedis matins au hall Paul Bocuse, achetant des ingrédients pour des brunchs élaborés que je cuisinais pendant qu'elle documentait tout pour son portfolio de photographie culinaire. Elle appréciait que je me souvienne des petits détails, la façon dont elle aimait son café avec de la mousse de lait d'avoine décorée, ou comment elle commandait toujours des cornichons supplémentaires sur ses hamburgers. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui valorisait les mêmes choses que moi, une connexion authentique, des expériences partagées, et la construction de quelque chose de significatif ensemble. Après 8 mois d'aventure le week-end et de dîner tranquille en semaine, nous avons emménagé ensemble. Mon appartement de la Croix-Rousse avait de la place pour son équipement de photographie, et elle adorait la vue sur la Saône depuis la fenêtre de la chambre. Tout semblait parfait jusqu'à ce que je commence à remarquer à quel point elle devenait différente en présence de son groupe d'amis. La première fois que j'ai rencontré ses amis d'université à la pendaison de crémaillère de Chloé, j'ai immédiatement senti leur jugement. Chloé Lambert, sa meilleure amie depuis la première année d'université, a tenu à me poser des questions sur mon boulot ennuyeux dans le secteur technologique, tout en soulignant que Thérèse sortait auparavant avec des types créatifs. Ses autres amies Sophie, Monique et Jeanne semblaient me considérer comme une sorte de divertissement temporaire, faisant constamment référence à des blagues internes que je ne pouvais pas comprendre et commentant que Thérèse était plus amusante avant. Thérèse s'excusait lorsque je déclinais leurs invitations dans des clubs bondés ou des bars à vin cher où la conversation était impossible. Je n'étais pas antisocial. J'aimais les dîners entre amis, les soirées jeux de société, et les petits rassemblements où les gens se parlent réellement. Mais ses amis interprétaient ma préférence pour une interaction significative plutôt que pour un chaos bruyant comme une sorte de défaut de caractère. Les commentaires passifs-agressifs ont commencé subtilement. Chloé exprimait une fausse surprise lorsque Thérèse se présentait seule à leurs apéros hebdomadaires, faisant des remarques pointues sur le fait que ça devait être agréable d'avoir un petit ami qui contrôle ton agenda social. J'ai essayé d'aborder le sujet directement une fois lors d'un dîner de groupe où la conversation tournait sans cesse sur les relations et l'importance pour les partenaires de soutenir leur indépendance mutuelle. Quand j'ai mentionné que les couples devraient absolument maintenir leurs amitiés individuelles tout en construisant quelque chose ensemble, Chloé a répondu que les actes parlent plus que les mots. Thérèse a serré ma main sous la table mais ne m'a pas défendu. Ce silence en disait long sur où se situaient ses loyautés et à quoi j'avais vraiment affaire. Le vrai problème n'était pas ma personnalité, c'était que je perturbais leur dynamique. Ce groupe d'amis était inséparable depuis l'université, passant chaque week-end ensemble, partant en vacances en groupe, et prenant des décisions collectives sur tout, des choix de carrière aux choix amoureux. Elle s'était habituée à avoir Thérèse disponible quand elle le voulait, et une relation sérieuse menaçait cet arrangement. Après les événements sociaux avec elle, Thérèse a commencé à s'excuser pour mon comportement. Elle suggérait que les filles pensaient que j'avais l'air distant et que je pourrais peut-être essayer de m'engager davantage la prochaine fois. Quand je lui faisais remarquer que j'avais passé des heures à poser des questions sur leurs projets professionnels et à écouter Sophie se plaindre de sa vie amoureuse, Thérèse insistait sur le fait que j'avais l'air de ne pas vouloir être là. Elle n'avait pas tort sur ce dernier point, mais je continuais d'essayer parce que Thérèse comptait pour moi. Le point de rupture est survenu lors d'une soirée jeu chez Monique. J'avais apporté un jeu de société de stratégie que je pensais que tout le monde pourrait apprécier, quelque chose qui encouragerait une véritable conversation et interaction. Au lieu de cela, elles ont passé la soirée sur leur téléphone, jouant mollement tout en discutant de personnes que je ne connaissais pas et d'événements auxquels je n'avais pas assisté. Jeanne s'est plainte que le jeu était trop compliqué pour une partie décontractée, tandis que Chloé faisait des commentaires acerbes sur mon bagage technologique et ma tendance à tout optimiser. J'ai réalisé à ce moment-là que rien de ce que je ferais ne serait jamais assez bien pour elle. Si j'étais silencieux, j'étais distant. Si je participais, j'en faisais trop.
Si je planifiais des activités, je contrôlais tout. Si je les laissais planifier, j'étais désengagé. Elles avaient décidé que je n'avais pas ma place, et chaque interaction était filtrée à travers ce jugement prédéterminé. Le trajet de retour en voiture a été tendu. Thérèse serrait le volant plus fort que nécessaire, la mâchoire contractée de cette manière qui signifiait qu'elle se préparait à dire quelque chose. Elle m'a finalement dit que ses amis pensaient que je ne les aimais pas, et que je pourrais peut-être faire plus d'efforts pour m'intégrer et leur montrer que je me souciais de ce qui comptait pour elle. J'ai souligné que ce qui devrait compter pour elle, c'était notre relation, pas leur approbation. Mais elle a insisté que ce n'était pas une question d'approbation, il s'agissait de faire partie de sa vie. Je voyais cependant ce qui se passait réellement. Ses amis avaient créé une dynamique de « nous contre lui », et elle commençait à choisir son camp. La femme qui s'illuminait autrefois quand j'entrais dans une pièce s'excusait maintenant de mon existence auprès de personnes qui ne m'avaient jamais donné une chance équitable. Cette nuit-là, allongée dans le lit pendant qu'elle parcourait les textos de groupe sur la soirée, j'ai compris que notre relation était évaluée par un comité, et que le comité avait déjà rendu son verdict. La confrontation finale a eu lieu 3 semaines plus tard, lorsque Chloé a invité tout le monde à la célébration de son anniversaire dans un bar branché sur un toit à Confluence. L'entrée était de 35 €, les boissons commençaient à 16 €, et la musique était assez forte pour rendre toute conversation impossible. J'ai poliment décliné, suggérant que Thérèse et moi pourrions inviter Chloé à un bon dîner le week-end suivant à la place. Thérèse a explosé, m'accusant de ne jamais vouloir rien faire avec ses amis et d'avoir toujours des excuses concernant le bruit, la foule ou le coût. Quand j'ai expliqué que je n'appréciais vraiment pas dépenser l'argent pour lequel je travaillais dur juste pour rester debout à crier par-dessus la musique pendant que ses amis m'ignoraient, elle a affirmé qu'elle ne m'ignorait pas et que je ne faisais tout simplement pas d'efforts. Je lui ai demandé quand l'une d'entre elles avait montré pour la dernière fois un intérêt pour ma vie, mon travail ou quoi que ce soit qui comptait pour moi. Elle n'a pas pu répondre. Puis est venue la révélation qui a brisé tout ce que je pensais savoir de notre relation. Thérèse a admis que c'était exactement ce que ses amis avaient prédit qu'il se passerait, qu'elle l'avait prévenu que j'essaierais de l'isoler d'elle. Quand j'ai fait remarquer que je ne lui avais jamais demandé d'arrêter de les voir, seulement que je ne voulais pas prétendre apprécier d'être traité comme un invité indésirable, elle a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. Chloé avait enregistré certaines de nos conversations, pas seulement les surprenant, mais enregistrant activement des extraits lorsque j'appelais ou envoyais un texto pendant que Thérèse était avec elle. Elle avait analysé mes choix de mots pour monter un dossier sur mon style de communication prétendument manipulateur. Un simple texto suggérant que nous allions dîner ensemble au lieu d'aller dans un bar à vin coûteux avait été recadré comme une preuve que j'essayais de culpabiliser Thérèse de les choisir plutôt que moi. L'ampleur de cette violation est lentement devenue claire alors que Thérèse expliquait comment Chloé l'avait convaincue que ma formulation était conçue pour être possessive et contrôlante. Chaque dîner tranquille que nous avions partagé, chaque invitation déclinée, chaque moment que nous avions passé à construire notre relation avait été disséqué et recadré comme une preuve de ma nature manipulatrice. Pas étonnant que les amis de Thérèse aient des opinions si tranchées sur notre relation. Elles avaient été nourries d'un récit soigneusement élaboré, conçu pour me faire passer pour un abuseur. J'ai essayé de faire comprendre à Thérèse que les amis soutiennent votre bonheur plutôt que de saboter vos relations. Mais elle avait déjà accepté leur version de la réalité. Selon le récit de Chloé, j'étais le méchant qui essayait de voler Thérèse à son système de soutien. Chaque message texte, chaque appel téléphonique, et chaque conversation anodine avait été instrumentalisée contre moi à travers des preuves secrètement enregistrées et sorties de leur contexte. Thérèse a défendu ce comportement comme des amis, veillant sur ses meilleurs intérêts, insistant que c'est ce que font les amis. Quand j'ai souligné que les amis soutiennent votre bonheur plutôt que de monter des dossiers contre votre petite amie, elle a rétorqué que c'était moi qui créais le conflit en refusant de m'intégrer à sa vie sociale. La conversation a révélé à quel point elle avait été programmée pour voir mes limites raisonnables comme des défauts de caractère. Après avoir connu ses amis depuis l'université et moi depuis seulement 2 ans, elle avait décidé que maintenir ses amitiés était plus important que de rester dans une relation qui causait autant de conflits. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça, la tension constante, les disputes à propos de chaque événement social, l'épuisement de jouer les médiateurs entre moi et des personnes qu'elle connaissait depuis près d'une décennie. Quand elle a dit que maintenir ses amitiés était plus important que notre relation, quelque chose s'est enclenché en moi. Je lui ai dit que si l'approbation de Chloé comptait plus que ce que nous avions construit ensemble, elle devrait être avec des gens qui la faisaient se sentir ainsi. Elle a semblé véritablement surprise, comme si elle s'attendait à ce que je la supplie, que je négocie ou que je promette de changer ma personnalité fondamentale pour correspondre à leurs attentes.
Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de soulagement inattendu. Après des mois à me sentir obligé de justifier mon existence auprès de personnes qui avaient décidé de me détester avant même d'avoir appris à me connaître, l'idée de m'en aller ressemblait à la liberté. Je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui avait déjà décidé que les opinions de ses amis comptaient plus que notre relation. Thérèse m'a accusé de simplement abandonner, de ne pas me battre pour ce que nous avions construit ensemble. Mais j'ai souligné que je n'abandonnais pas, j'acceptais ce qu'elle m'avait dit. Ses amies étaient plus importantes que moi, et je respectais cette décision. Elle a attrapé ses clés et son téléphone, les larmes commençant à se former, annonçant qu'elle resterait chez Chloé cette nuit-là pendant que nous prendrions tous les deux un peu de recul pour réfléchir. Après son départ, je me suis assis dans notre appartement soudainement silencieux et j'ai réalisé à quel point j'avais porté de tension pendant des mois. J'avais essayé d'être quelqu'un qui pourrait gagner l'approbation de ses amis, modérant ma personnalité, remettant en question chaque interaction, et m'excusant pour des préférences et des limites qui étaient tout à fait raisonnables. Pour la première fois depuis des mois, j'ai profité d'une soirée paisible sans analyser si mes choix seraient jugés par un comité. Mon téléphone a vibré avec des textos de Thérèse toute la nuit, mais je ne les ai pas lus. Si elle avait fait son choix, c'était fini entre nous. Je n'étais pas intéressé à être le plan de secours de quelqu'un lorsque son groupe social principal déciderait de m'approuver à nouveau. Le matin, j'avais commencé à faire mes valises, prêt à laisser derrière moi un appartement plein de souvenirs et une relation qui était devenue un champ de bataille constant. Si elle voulait choisir ses amis plutôt que notre relation, elle pouvait avoir tout ce que nous avions partagé et tous les souvenirs qui allaient avec. J'en avais fini de rivaliser avec des gens qui n'avaient jamais voulu que je gagne en premier lieu. La femme qui m'avait appelé son filet de sécurité financier au lieu de son petit ami avait enfin rendu ses priorités parfaitement claires. 2 jours plus tard, mon collègue Marc a lâché une bombe qui a changé tout ce que je pensais savoir de la situation. Nous prenions un café pendant notre pause déjeuner quand il a mentionné avoir vu quelque chose de troublant sur les réseaux sociaux. Sa petite amie, Sophie, connaissait Chloé de leur cours de yoga et avait été témoin d'un comportement qui révélait la véritable ampleur de ce qui s'était passé. Chloé avait montré à des gens des enregistrements de Thérèse et moi, affirmant qu'ils prouvaient que j'étais contrôlant, mais Sophie a dit que lorsqu'elle a entendu le contexte réel, cela ressemblait à des discussions de couple normales, complètement sorties de leur contexte. Marc m'a montré des captures d'écran où Chloé décrivait un enregistrement de moi exigeant supposément que Thérèse rentre immédiatement à la maison, mais je me souvenais parfaitement de cette conversation. Thérèse m'avait envoyé un texto disant qu'elle se sentait mal à leur soirée au bar à vin, et je lui avais proposé de venir la chercher si elle voulait partir plus tôt. La manipulation était si calculée qu'elle m'a rendu physiquement malade. Chaque message texte, chaque appel téléphonique, chaque conversation anodine avait été instrumentalisée contre moi à travers des récits soigneusement élaborés, conçus pour me faire passer pour un manipulateur contrôlant. Chloé avait monté ce dossier contre moi depuis des mois, utilisant des extraits édités et ses propres commentaires tordus sur ce que mes mots signifiaient réellement. Pire encore, Marc a révélé que Chloé avait admis avoir fait cela avec les autres petits amis de Thérèse aussi. Elle avait tout un système pour saboter les relations qu'elle n'approuvait pas, enregistrer des conversations et monter des dossiers contre les hommes, en utilisant les mêmes tactiques qu'elle avait déployées contre moi. Ce n'était pas une préoccupation spontanée pour son ami, c'était un schéma délibéré de manipulation s'étendant sur des années. Ce soir-là, j'ai décidé de confronter Thérèse directement à propos de ce que j'avais découvert. Elle m'envoyait des textos depuis 2 jours, alternant entre colère et confusion, clairement tiraillée entre le fait que je lui manquais et le maintien de sa position selon laquelle ses amis étaient justifiés dans leurs inquiétudes. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans ce café de la rue de la République où nous avions eu notre première vraie conversation, l'atmosphère ressemblait à une réunion d'affaires sur le point de mal se terminer. Je lui ai dit que je savais pour les enregistrements, regardant son visage pâlir tandis que j'expliquais comment Chloé avait secrètement documenté nos conversations et en avait joué des versions éditées pour le groupe d'amis. Je lui ai montré les captures d'écran que Marc m'avait envoyées, soulignant comment des interactions normales avaient été transformées en preuves de manipulation et de contrôle. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois alors qu'elle traitait cette information. Je l'ai regardé reconstituer le puzzle, toutes les fois où Chloé avait semblé connaître des détails sur notre relation que Thérèse ne se souvenait pas d'avoir partagés, toutes les accusations suspicieusement précises sur des conversations que ses amis n'auraient pas pu surprendre. Quand elle a murmuré que Chloé disait la protéger, j'ai demandé de quoi elle avait besoin d'être protégée, de quelqu'un qui voulait passer du temps avec elle, de quelqu'un qui la rendait heureuse avant qu'elle ne la convainque du contraire. Thérèse a fixé les preuves pendant un long moment, traitant cette nouvelle information. Quand elle a finalement levé les yeux, les larmes aux yeux,
elle a dit qu'elle devait demander à Chloé à ce sujet. J'ai souligné qu'il n'y avait rien à demander, elle avait vu la preuve. Mais même confrontée à une manipulation documentée, Thérèse accordait toujours à Chloé le bénéfice du doute qu'elle ne m'avait jamais accordé. Elle a défendu son amitié de 8 ans face aux preuves devant elle, suggérant que peut-être Chloé était juste inquiète et avait fait de mauvais choix. Quand j'ai expliqué qu'enregistrer secrètement nos conversations privées pendant des mois et la convaincre que notre relation était toxique n'était pas de l'inquiétude mais un sabotage systématique, elle ne pouvait toujours pas se résoudre à accepter ce que les preuves montraient clairement. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes pendant qu'elle luttait entre ce qu'elle avait découvert et ce qu'elle voulait croire à propos des personnes en qui elle avait confiance depuis près d'une décennie. Même quand j'ai souligné qu'aucun effort de ma part n'aurait pu surmonter une campagne systématiquement orchestrée contre moi, elle a continué à trouver des excuses pour un comportement qui était clairement manipulateur et mauvais. Quand elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour traiter cette information, je lui ai dit de prendre tout le temps dont elle avait besoin. Mais je lui ai aussi demandé de considérer une question, si Chloé veillait vraiment sur ses meilleurs intérêts, pourquoi avait-elle besoin de nous enregistrer secrètement et de mentir sur ce qu'elle avait entendu? Les preuves parlaient d'elles-mêmes, mais Thérèse choisissait de rester volontairement aveugle à ce qu'elle révélait. Je l'ai laissée assise dans cette banquette, fixant la preuve de la trahison de sa meilleure amie. Une partie de moi espérait qu'elle choisirait la vérité plutôt que la commodité, mais je ne retenais pas mon souffle. Après 2 ans à la regarder privilégier les opinions de ses amis par rapport à notre relation, je savais où se situaient ses loyautés. La femme qui pouvait ignorer des preuves documentées au profit de la loyauté m'avait déjà montré qui elle était vraiment. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un texto disant que Chloé avait tout expliqué, et que je déformais la situation pour me faire passer pour innocent. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que notre relation était terminée, et que j'avais échappé à une balle que je n'avais même pas réalisé qu'elle me visait. Même confrontée à la preuve de la manipulation, elle avait choisi le manipulateur plutôt que la vérité. Le groupe d'amis avait créé une dynamique si puissante de « nous contre lui » que Thérèse ne pouvait pas voir au-delà, même avec des preuves de tromperie juste sous ses yeux. Elle l'avait convaincu que remettre en question leur comportement était une trahison, que choisir son petit ami plutôt que leur jugement collectif était une faiblesse. En fin de compte, elle préférait croire à des mensonges confortables plutôt que d'affronter des vérités inconfortables sur les personnes en qui elle avait confiance. 3 semaines après notre conversation finale, Marc m'a apporté des nouvelles qui ont révélé la véritable ampleur de ce qui s'était passé. Sa petite amie, Sophie, avait été témoin de quelque chose au cours de yoga qui a changé tout ce que nous pensions savoir sur les motivations de Chloé. Thérèse avait trouvé quelque chose chez Chloé qui exposait la vraie raison derrière des années de sabotage relationnel. Chloé avait laissé son ordinateur portable ouvert dans l'appartement de Thérèse, et Thérèse avait découvert un dossier plein de lettres d'amour. Pas n'importe quelle lettre d'amour, des lettres que Chloé avait écrites à Thérèse mais n'avait jamais envoyées, documentant des sentiments qui remontaient à 5 ans. Chaque petit ami que Thérèse avait eu pendant cette période, Chloé l'avait systématiquement détruit en utilisant les mêmes tactiques d'enregistrement qu'elle avait utilisées sur moi. Elle avait été amoureuse de Thérèse tout ce temps et ne supportait pas de la perdre au profit de relations amoureuses. La nature calculée de la chose était à couper le souffle. Pendant que j'essayais de construire une relation authentique avec Thérèse, Chloé travaillait en coulisses pour la détruire, tout en maintenant la façade d'une meilleure amie inquiète. Les lettres comprenaient des plans détaillés pour protéger Thérèse des hommes qui n'étaient pas dignes d'elle, les entrées les plus récentes me mentionnant spécifiquement comme une menace pour leur amitié. Marc a expliqué que les lettres décrivaient des stratégies pour faire voir à Thérèse mon vrai caractère, documentant les sentiments de Chloé et son approche systématique pour éliminer la concurrence pour l'attention et l'affection de Thérèse. Il ne s'agissait pas de ma personnalité ou de ma compatibilité avec leur groupe d'amis, il s'agissait d'éliminer tout rival romantique qui pourrait prendre Thérèse à quelqu'un qui était obsédé par elle depuis des années. Le schéma remontait à l'université et incluait des détails sur d'autres gars avec qui Thérèse était sortie, un enseignant nommé Daniel, que Chloé avait convaincu d'utiliser Thérèse pour un soutien émotionnel, un type du marketing nommé Alexandre, qu'elle prétendait être financièrement irresponsable après avoir manipulé des situations pour le faire passer pour mauvais avec l'argent. Chaque relation sérieuse que Thérèse avait tentée, Chloé avait trouvé des moyens de la saboter à travers des crises fabriquées et des preuves manipulées. J'ai pensé à l'historique amoureux de Thérèse, comment elle avait toujours décrit ses relations passées comme décevantes, comment les gars avaient tous semblé parfaits au début mais révélaient des défauts de caractère préoccupants que ses amis l'avaient aidé à reconnaître. Maintenant, je comprenais que ce n'étaient pas des défauts de caractère, c'étaient des récits soigneusement construits, conçus pour mettre fin à des relations qui menaçaient la position de Chloé dans la vie de Thérèse. Selon Sophie,
lorsque Thérèse a confronté Chloé à propos des lettres, elle a d'abord essayé de prétendre que c'était juste des fantasmes, de l'écriture créative qu'elle n'avait jamais eu l'intention de mettre en pratique. Mais lorsqu'on l'a pressée sur des incidents spécifiques avec les ex-petits amis de Thérèse, des moments où elle avait été celle qui avait souligné leurs défauts ou créé des situations qui avaient mené à des ruptures, Chloé s'est complètement effondrée. Elle a admis qu'elle ne supportait pas de partager Thérèse avec des partenaires romantiques et s'était convaincue qu'elle la protégeait des hommes qui finiraient par la blesser de toute façon. Le groupe d'amis était devenu des armes involontaires dans la campagne de Chloé pour isoler Thérèse de l'amour romantique. Monique, Sophie et Jeanne n'avaient aucune idée des véritables motivations de Chloé, mais elles avaient été influencées par ses récits pendant des années, croyant sincèrement qu'elles aidaient Thérèse à éviter de mauvaises relations. Quand Thérèse a essayé d'expliquer la situation au reste du groupe d'amis, elles se sont retournées contre elle pour avoir remis en question leur loyauté. Plutôt que d'examiner leur rôle dans des années de manipulation, elles avaient choisi de voir Thérèse comme le problème pour avoir osé défier leur jugement collectif. Elles ont révélé leur besoin toxique de contrôler sa vie personnelle plutôt que de soutenir son bonheur. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné avec le nom de Thérèse pour la première fois en 3 semaines. Sa voix était faible alors qu'elle essayait de présenter ce qu'elle a appelé « les plus grandes excuses de sa vie ». Elle a expliqué comment elle m'avait accusé de mentir quand je lui avais montré des preuves de manipulation, choisissant de croire l'explication de Chloé selon laquelle je déformais les captures d'écran et essayais de la monter contre ses amis. Elle avait trouvé les lettres par accident et découvert la documentation de sentiments et de plans pour éliminer les hommes de sa vie afin que Chloé puisse l'avoir pour elle toute seule. Les lettres me mentionnaient spécifiquement comme la plus grande menace que Chloé ait jamais rencontrée parce que je rendais Thérèse véritablement heureuse. Elle était terrifiée que Thérèse me choisisse plutôt que le groupe d'amis, alors elle avait intensifié ses tactiques. Mais même avec cette révélation complète, je ne pouvais pas me résoudre à envisager une réconciliation. Quand Thérèse a demandé s'il y avait une chance que nous puissions réessayer, j'ai dû souligner que même si Chloé avait manipulé la situation, Thérèse avait quand même choisi de la croire plutôt que moi quand cela comptait le plus. Elle avait vu des preuves de tromperie et avait décidé que je mentais à ce sujet. Le silence s'était tiré entre nous, rempli de tout ce que nous avions perdu et de tout ce qui ne pouvait être réparé. Quand elle a murmuré qu'elle comprenait, j'ai réalisé qu'elle avait enfin saisi que certains choix ne peuvent être annulés. Après qu'elle a raccroché, je me suis assis dans mon appartement silencieux et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu, le soulagement de découvrir que j'avais échappé à une balle bien plus grosse que je ne l'avais réalisé. 2 mois après l'appel de confession de Thérèse, ma vie avait trouvé un rythme que j'appréciais vraiment. J'avais commencé à sortir avec Clara Martin, une graphiste que j'avais rencontrée à une conférence sur la cybersécurité où elle présentait sur la sécurité des interfaces utilisateurs. Elle était brillante, drôle, et le plus important, appréciait ma nature attentionnée au lieu de la voir comme un défaut de caractère nécessitant des excuses et des explications constantes. Le contraste avec ma relation avec Thérèse a été frappant dès le début. Clara valorisait les mêmes qualités que les amis de Thérèse l'avaient convaincue d'être problématique. Là où Chloé avait qualifié ma préférence pour une conversation significative de comportement antisocial, Clara voyait quelqu'un qui voulait construire des liens authentiques. Elle aimait que je me souvienne de petites choses et que je fasse des plans réfléchis au lieu de considérer ses traits comme contrôlants ou étouffants. Nous nous fréquentions depuis 6 semaines lorsque les tentatives de réconciliation désespérées de Thérèse ont véritablement commencé. Des messages textes arrivaient à toute heure, de longs paragraphes expliquant comment elle avait découvert toute l'étendue de la manipulation de Chloé et à quel point elle était désolée de ne pas m'avoir cru quand je lui avais montré des preuves documentées de la tromperie. Les messages détaillaient comment le groupe d'amis s'était retourné contre elle après qu'elle les eut confrontés sur leur complicité dans les stratagèmes de Chloé. Selon ces textos, elles avaient d'abord essayé de défendre leurs actions, affirmant qu'elles croyaient sincèrement la protéger, mais quand elle avait insisté, elle l'avait complètement ostracisée. Monique lui avait dit qu'elle était ingrate de remettre en question des personnes qui avaient seulement essayé de l'aider, tandis que Sophie affirmait qu'elle réécrivait l'histoire pour justifier le choix d'un homme plutôt que de ses amis. Quand les messages textes n'ont pas fonctionné, Thérèse est passée aux appels téléphoniques que je laissais aller à la messagerie vocale. Les messages sont devenus de plus en plus frénétiques alors qu'elle détaillait comment Chloé avait complètement empoisonné le groupe d'amis contre elle, affirmant que Thérèse faisait une sorte de dépression et que la découverte des lettres l'avait rendue paranoïaque et délirante. Elles avaient choisi de croire la version de Chloé où Thérèse était l'instable plutôt que d'admettre qu'elles avaient été manipulées pendant des années. La situation a pris une tournure inquiétante lorsque Thérèse s'est présentée à mon immeuble de bureau. Mon entreprise a une sécurité stricte, donc elle n'a pas pu dépasser le hall d'entrée, mais elle a attendu dehors pendant 3 heures jusqu'à ce que je parte déjeuner. Elle avait une mine affreuse, comme si elle n'avait pas dormi,
comme si la découverte de la trahison de Chloé avait brisé quelque chose de fondamental dans sa vision du monde. Elle m'a dit qu'elle était désespérée, que je ne répondais pas à ses appels ni à ses textos, qu'elle avait tout perdu en découvrant la vérité sur son amitié la plus proche. Elle a expliqué comment elle avait perdu 8 ans d'amitié en les confrontant sur leur rôle dans la destruction de ses relations, et que j'étais la seule connexion authentique qu'elle avait eue. Mais je pouvais voir que son désespoir provenait de la perte de ses autres options, pas d'un regret sincère de ses choix. Quand je lui ai dit que je voyais quelqu'un d'autre, tu sais, la graphiste de mon profil professionnel, son visage s'est décomposé dans un mélange de choc et de panique. Elle a demandé si ce que nous avions construit ensemble ne me manquait pas, mais j'ai souligné que ce que nous avions construit avait été systématiquement sapé par sa volonté de choisir les opinions manipulées de ses amis plutôt que sa propre expérience de notre relation. L'escalade finale est venue lorsque des colis ont commencé à arriver à mon appartement, des cadeaux chers, un sac de messager en cuir que j'avais mentionné aimer il y a des mois, des billets pour un concert dont nous avions parlé, et même une photo encadrée de nous datant de temps plus heureux avec des notes sur ce souvenir de ce que nous avions construit ensemble. Clara était remarquablement compréhensive face au harcèlement, mais je voyais que cela commençait à nous peser à tous les deux. Quand j'ai finalement appelé Thérèse pour exiger qu'elle arrête les cadeaux et les apparitions surprises, elle a essayé une dernière tactique de manipulation. Elle a suggéré que je n'étais pas exactement du genre à pardonner, quand je refusais ses tentatives de réconciliation, essayant de me faire sentir coupable d'avoir des limites. Même dans la défaite, elle ne pouvait s'empêcher de tenter de me manipuler pour que je me sente mal de me protéger. Après avoir bloqué son numéro et changé mon horaire de travail pour éviter d'autres apparitions surprises, le harcèlement a finalement cessé. Un mois plus tard, par l'intermédiaire de la petite amie de Marc, Sophie, j'ai appris que Thérèse avait quitté Lyon entièrement. Les retombées de l'affaire Chloé avaient rendu son séjour en ville trop difficile. Trop de gens connaissaient l'histoire. Trop de cercles sociaux avaient été contaminés par le drame. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse sincère, soulagement que le harcèlement ait pris fin, mais tristesse que la vie de quelqu'un ait implosé si complètement. Même si elle avait mal choisi pendant notre relation, je ne prenais aucun plaisir à sa souffrance. Mais je savais aussi que j'avais fait le bon choix en refusant la réconciliation. La femme qui avait jeté notre relation à la poubelle sur la base de preuves manipulées n'était pas quelqu'un à qui je pouvais à nouveau confier mon cœur, quelles que soient les circonstances qui avaient influencé ses décisions. Elle avait eu de multiples occasions de choisir la vérité plutôt que la manipulation, et chaque fois, elle avait choisi le chemin qui exigeait moins de courage et d'auto-examen. Certaines personnes apprennent de leurs erreurs, mais d'autres trouvent simplement de nouvelles façons d'éviter d'en assumer la responsabilité. 6 mois après avoir bloqué le numéro de Thérèse, je pensais que le drame était enfin derrière moi. Clara et moi avions trouvé un rythme confortable, des week-ends dans les montagnes voisines, des dîners tranquilles où nous parlions vraiment au lieu de nous produire pour un public, construisant le genre de relation que j'avais toujours voulu. Puis nous sommes entrés au café des Canuts à la Croix-Rousse pour notre routine habituelle du samedi matin, et tout a de nouveau explosé. Clara était au comptoir pour commander nos boissons pendant que je trouvais une table près de la fenêtre, au même endroit où Thérèse et moi passions nos samedis matins à travailler sur nos ordinateurs portables, à l'époque où je pensais que nous construisions quelque chose de permanent. Je vérifiais mes courriels quand j'ai entendu une voix familière derrière moi et me suis retourné pour trouver Thérèse debout à 1 mètre de distance. On aurait dit qu'elle avait perdu 10 kilos et vieilli de 5 ans. Ses cheveux étaient plus courts, plus foncés, et elle avait ce regard vide de quelqu'un qui avait traversé l'enfer et n'en était pas tout à fait ressorti. Elle n'en revenait pas que je sois là, mentionnant que c'était notre endroit où nous nous asseyions pour planifier nos semaines ensemble. Je voyais les autres clients commencer à prêter attention alors que sa voix devenait plus forte. Ce qui a suivi a été une confrontation publique douloureuse où Thérèse a proclamé haut et fort qu'elle avait tout compris sur Chloé, sur la manipulation, sur la façon dont elle avait été programmée pour détruire notre relation. Mais plus que cela, elle a insisté sur le fait que j'étais le seul homme qui l'ait jamais vraiment aimé pour ce qu'elle était, pointant directement Clara du doigt et déclarant qu'elle n'était qu'une relation pansement, un prix de consolation parce que je ne pouvais pas l'avoir. Son audace m'a coupé le souffle. Après des mois de harcèlement, après avoir choisi ses amies manipulatrices plutôt que notre relation, elle revendiquait la propriété de mes émotions et rejetait ma relation actuelle comme étant sans importance. Quand Clara s'est approchée avec nos tasses de café et s'est poliment présentée, Thérèse a clairement fait savoir qu'elle se considérait plus importante en raison de notre histoire et connexion. Thérèse a insisté que ce que nous avions eu était plus profond que tout ce que je pouvais construire avec quelqu'un que je connaissais à peine, se positionnant comme le grand amour et Clara comme une remplaçante temporaire.
Elle a suggéré que je me contentais de quelqu'un de sûr et pratique au lieu de me battre pour ce que nous pourrions reconstruire ensemble, utilisant la manipulation psychologique pour saper à la fois mes sentiments pour Clara et la confiance de Clara en notre relation. Le café est devenu silencieux autour de nous alors que le désespoir de Thérèse devenait plus évident. Même le barista a arrêté de moudre les grains alors qu'elle exigeait que je dise à Clara que ce que nous avions eu était plus profond que tout ce que je pouvais construire avec quelqu'un que je connaissais à peine. D'autres clients regardaient ouvertement maintenant, certains enregistrant avec leur téléphone, réalisant que cette confrontation était sur le point de devenir du contenu pour les réseaux sociaux. Clara s'est comportée avec un sang-froid remarquable, expliquant calmement que Vincent et moi étions très heureux ensemble et que nous construisions quelque chose de réel depuis des mois. Quand Thérèse a suggéré que cela était construit sur des émotions de rebond et de peur plutôt que sur la passion, Clara a souligné que Vincent l'avait choisi parce qu'ils étaient compatibles, partageaient des valeurs, et parce qu'elle le soutenait pour ce qu'il était au lieu d'essayer de le changer. La vérité des paroles de Clara a fait mouche, et j'ai vu l'expression de Thérèse passer de la colère à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Quand elle m'a attrapé le bras, me suppliant de lui accorder seulement 5 minutes seul à seul pour expliquer tout ce qu'elle avait appris, j'ai doucement retiré sa main et lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à expliquer. J'avais tourné la page avec quelqu'un qui valorisait les mêmes choses que moi. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, le dernier cri désespéré de Thérèse a révélé tout ce qui n'allait pas dans son approche. Elle a crié que je le regretterais, que je réaliserais ce que j'avais perdu et qu'il serait trop tard. Même à ce moment, elle se concentrait sur la compétition et la comparaison au lieu d'une croissance authentique ou d'une compréhension des raisons de l'échec de notre relation. Plus tard dans la journée, Marc m'a envoyé un lien vers une vidéo de l'éclat de Thérèse, enregistrée par quelqu'un et publiée sur TikTok avec la légende sur les ex qui ne peuvent pas accepter que vous ayez tourné la page. Les commentaires étaient brutaux, des centaines de personnes la qualifiant de désespérée, folle et embarrassante. Mais le pire, c'était de voir un commentaire de Chloé Lambert, se moquant de la crise de Thérèse et affirmant qu'elle avait prédit que cela arriverait un jour. Même après tout ce qu'elle avait fait pour saboter les relations de Thérèse, Chloé humiliait encore publiquement son ancienne amie. Le groupe d'amis qui avait permis des années de manipulation participait maintenant à se moquer de la personne qu'elles avaient aidé à détruire. La manipulation avait bouclé la boucle. Les personnes même qui avaient convaincu Thérèse d'abandonner un amour sincère l'abandonnaient maintenant dans son moment de vulnérabilité totale. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, clairement de Thérèse utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Elle s'est excusée pour la scène dont j'avais été témoin et a affirmé qu'elle se faisait aider et ne me contacterait plus. Une partie de moi espérait qu'elle disait la vérité sur le fait de se faire aider, mais une plus grande partie de moi était simplement soulagée que notre histoire soit peut-être enfin terminée. 1 an plus tard, j'étais debout sur une crête surplombant le Mont Blanc, tenant une bague de fiançailles, et planifiant la conversation la plus importante de ma vie. Clara photographiait le lever du soleil, complètement inconsciente que je portais la bague depuis 3 jours, attendant le moment parfait. Nous étions montés pour un week-end de camping, quelque chose qui était devenu notre façon préférée de nous déconnecter de la ville et de nous reconnecter l'un à l'autre. Quand elle s'est retournée et m'a vu à genoux, son visage est passé par toutes les émotions possibles en environ 3 secondes, joie, surprise, larmes, rire, et enfin un pur bonheur alors qu'elle disait « oui », sans hésitation. La bague lui allait parfaitement, et nous avons passé l'heure suivante à parler de notre avenir en regardant le soleil illuminer les sommets des montagnes autour de nous. Pas de drame, pas de pression extérieure, pas d'amis lui disant qu'elle faisait le mauvais choix. Clara adorait la façon dont je l'avais demandé en mariage, pas de public, pas de performance, juste nous dans un endroit qui comptait pour nous deux. Je lui ai dit que j'avais appris quelque chose de ma dernière relation sur la différence entre les moments authentiques et les moments pour les réseaux sociaux. Nous sommes rentrés à Lyon fiancés, planifiant une petite cérémonie pour le printemps suivant avec seulement la famille immédiate et nos amis les plus proches des gens qui avaient soutenu notre relation depuis le début. 3 mois après nos fiançailles, j'ai eu des nouvelles inattendues de Thérèse par le biais habituel. La petite amie de Marc, Sophie, avait entendu par son réseau de yoga que Thérèse avait déménagé à Bordeaux, commencé une thérapie, et reconstruisait lentement sa vie loin des dynamiques sociales toxiques qui avaient défini sa vingtaine. Elle avait apparemment coupé tout contact avec ce groupe d'amis et avait tout recommencé avec un nouvel emploi et un nouvel appartement. 2 semaines avant notre mariage, j'ai reçu un message sur LinkedIn qui m'a d'abord serré l'estomac, mais qui a en fait démontré une croissance authentique. Thérèse avait entendu parler de mes fiançailles par des relations communes et voulait envoyer ses félicitations tout en s'excusant une dernière fois pour la façon dont elle avait géré tout ce qui s'était passé entre nous. Elle a expliqué qu'elle suivait une thérapie depuis 8 mois,
travaillant à comprendre pourquoi elle avait choisi la manipulation et la validation externe plutôt qu'un amour sincère. Le message n'était pas manipulateur ni exigeant comme ses communications précédentes. Elle assumait l'entière responsabilité d'avoir perdu la meilleure relation qu'elle ait jamais eue, parce qu'elle était trop peu sûre d'elle pour faire confiance à son propre jugement plutôt qu'aux opinions des autres. Elle ne cherchait pas la réconciliation ou quoi que ce soit qui pourrait interférer avec mon bonheur, elle voulait juste que je sache qu'elle avait appris à reconnaître ce qu'elle avait eu et espérait que Clara appréciait l'homme attentionné et bienveillant qu'elle allait épouser. J'ai montré le message à Clara, qui l'a lu avec intérêt plutôt qu'avec inquiétude, notant que cela ressemblait en effet à une croissance authentique. Quand elle m'a demandé si je voulais répondre, j'y ai réfléchi un long moment. La femme qui avait écrit ce message semblait être quelqu'un qui avait fait un vrai travail sur elle-même, mais c'était aussi quelqu'un qui avait eu la chance de choisir la croissance pendant notre relation et qui avait choisi différemment. J'ai décidé de ne pas répondre, croyant que certains chapitres sont destinés à rester fermés. Clara a convenu que c'était sage. Je pouvais apprécier la croissance de Thérèse sans rouvrir la communication. Le jour de notre mariage a été tout ce que j'avais espéré, petit, intime, significatif. Clara était magnifique dans une robe simple qu'elle avait choisie parce qu'elle l'aimait, pas parce qu'elle rendrait bien en photo pour les réseaux sociaux. Pendant notre première danse, Clara m'a remercié de l'avoir attendue, et je lui ai dit « Merci d'avoir valu la peine d'attendre ». 6 mois après notre mariage, nous avons acheté une maison à Vèze avec vue sur la Saône et de l'espace pour les bureaux à domicile dont nous avions tous les deux besoin. Nous avons adopté un chien de refuge nommé Charlie, qui avait des problèmes d'anxiété mais répondait bien à la patience et à la constance. Le dernier chapitre est arrivé 1 an et demi après notre mariage, lorsque Marc a mentionné que Sophie avait croisé Thérèse dans un café à Bordeaux, où elle était avec un homme qui semblait sincèrement gentil et attentionné. Sophie a dit qu'elle avait l'air en très bonne santé, comme si elle avait trouvé une certaine paix, et que le gars la traitait comme si elle comptait d'une manière normale, pas comme si elle était un trophée qu'il avait gagné. Quand Thérèse a posé des questions sur moi juste comment j'allais et si j'avais l'air heureux, Sophie a mentionné que j'étais marié et que j'avais acheté une maison. Thérèse a souri et a dit qu'elle était contente que j'aie trouvé ce que je cherchais. Cette réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa croissance. Elle avait enfin appris à valoriser le bonheur authentique plutôt que la possession et la compétition. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver que quelqu'un a tort, c'est de se prouver à soi-même qu'on a raison en construisant la vie que l'on a toujours su mériter. Thérèse m'avait appris à reconnaître la manipulation, mais Clara m'avait appris à reconnaître le véritable amour. Les qualités qui m'avaient rendu ennuyeux, aux yeux du groupe d'amis de Thérèse étaient exactement ce qui faisait que Clara se sentait en sécurité et chérie. En fin de compte, c'est cela qui a fait toute la différence.